BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et on parle du vin avec Thierry Godet. Bonjour Thierry. Bonjour Cédric. Le patron de Cavissima, et cette renotation qui fait beaucoup parler, c'est celle de Robert Parker. 10 ans après le millésime 2005, il s'est à nouveau penché sur les flacons de Bordeaux. Qu'est-ce que ça donne? Alors, écoutez, ça donne quelque chose d'assez surprenant, puisque 2005 a été quand même annoncé par Robert Parker et puis par l'ensemble des critiques comme un des 3 millésimes exceptionnels depuis 2000, quelque part. C'est un millésime qui était assez fermé, en fait, lorsqu'il a été dégusté, notamment en primeur et puis en bouteille, par Robert Parker en 2008. Sa dernière dégustation datait de 2008. Alors, un produit un peu fermé, qu'est-ce que ça a donné? Même si c'était un millésime exceptionnel, on avait à l'époque 2 vins qui étaient notés 100 sur 100 par le maître. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que obtenir une note de 100 sur 100, c'est quand même un sacré Graal. Et ça permet à une marque, un château, de pouvoir briller de façon exceptionnelle et de faire monter la cote de sa marque. Donc, à l'occasion de cette dégustation qui a eu lieu au mois de mai, les notes ont été publiées récemment, eh bien, une dizaine de nouveaux châteaux ont été promus. Au début 2005, il y avait deux châteaux. 100. Exactement. Là, Ozone et l'église Clinet. Et là, maintenant, il y en a une douzaine. Et dont, notamment, écoutez, en Saint-Émilion, les premiers grands crus, Cheval Blanc, Pavie et Angélus qui ont été récemment promus. Et puis en Pessac-Léognan, Aubryon, la mission Aubryon, Pape Clément. Donc Pape Clément prend une nouvelle note de 100 sur 100. Et à Saint-Émilion, des vins comme l'Arcy-Ducasse, Trollon-Mondot et puis Bellevue-Mondot. Voilà. Donc sont exclus de ce palmarès finalement les vins de la rive gauche, c'est-à-dire Pauillac, Saint-Julien et Saint-Estèphe. Alors 2 observations sur ce classement. La première, c'est que il a fallu attendre quand même 10 ans. Ouais, j'avais envie de vous dire, c'est une ode au temps. Exactement. Ça prouve qu'on est vraiment sur un dispositif où la patience est nécessaire. La mission Aubryon, qui s'est vue renoter 100 sur 100, a pris 20%. Le cours de la mission Aubryon a pris 20% à la foulée. Depuis, il s'est stabilisé, mais c'est une prise d'ascenseur sur ce château et sur d'autres marques. Donc, sur des grands millésimes, même si les prix de sortie sont un peu élevés, il faut savoir être patient. Et la deuxième des choses, c'est que nous, chez Cavissima, on fait une certaine similitude entre le 2005 et le 2010. Le 2010 avait été positionné à un niveau de prix assez élevé, très très élevé. L'histoire montre progressivement que... Il faut attendre que Robert Parker les regoute en 2020. Il sera plus là, ça c'est clair, mais d'autres critiques prendront le relais. Par contre, il est également extrêmement fermé actuellement, c'est un millésime très classique, c'est un millésime absolument extraordinaire, et lorsqu'il sera dégusté à nouveau en 2020, on aura des notes on aura un grand nombre de châteaux qui vont pouvoir prendre une note de 100 sur 100. Alors il y a plusieurs types de critères qui rentrent en compte dans les vins. Il y a bien évidemment ces notations qu'on vient largement d'évoquer, et puis il y a aussi les classements. Et à Bordeaux, il y a un fameux classement, c'est celui de 1855. Oui. Il a été revisité, c'est ça, cette année? Alors, en fait, le Livex, qui est la place d'échange à Londres, l'une des places importantes pour le trading du vin, s'amuse tous les 2 ans à refaire le classement de 1855 en prenant en compte le prix moyen des 5 derniers millésimes échangés sur la place du Livex. Alors, ça ne concerne cette fois-ci ni les Pomerol ni les Saint-Émilion, puisque le classement de 1855 ne concernait que la rive gauche, c'est-à-dire Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe et Médoc. Et là, et Margaux, bien sûr, j'allais oublier. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que finalement, la hiérarchie sur les premiers grands crus classés reste identique. On a toujours les 5 premiers, voilà. Le classement ne change pas, il est immuable. Par contre, dans le classement des 2e grands crus,
On voit maintenant apparaître Palmer qui arrive en tête des seconds. Alors Palmer, c'est un château qui est très très apprécié en Angleterre, hein, il faut le savoir. En France, on aime bien l'alter ego de Palmer, qui est plus abordable, un niveau de prix un petit peu plus faible. Et c'est une valeur tout à fait intéressante, alter ego. Hein. Alors après, si on regarde du côté des mouvements, en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est ceux qui progressent et ceux qui régressent. On est d'accord. Alors, ceux qui vont progresser immanquablement, ce sont les Pessac-Léognan. Et là, on voit Smith-Olafite qui confirme encore son, entre guillemets, rang de deuxième grand cru classé sur ce classement-là, suivi de Pape Clément. Et puis Aubailly passe pour la première fois de troisième grand cru classé à deuxième grand cru classé. Donc on a une entrée en force des Pessac-Léognan. D'autres valeurs qu'il faut suivre, qui passent de quatrième grand cru classé à troisième grand cru classé, ce sont Malesco Saint-Exupéry en Margaux, Grand Puy Lacoste, qui sont tout à fait intéressants. Et puis ceux qu'il va falloir observer dans le futur, ce sont des châteaux comme Félan-Ségur et comme Gloria. Voilà donc pour cette revisitation du classement par le Livex. Un petit mot aussi, tiens, de ce qui se passe en ce moment dans les vignes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce que va nous réserver ce cru 2015? Comment se porte la vigne? Alors on est plein d'espoir surtout, hein, puisque chaque année, voilà, c'est important. Alors il y a deux périodes qui sont clés. Hein. La première période, c'est la floraison, hein, et puis la deuxième, c'est la maturation des vins. Ce sera fin août, début septembre. Cette année, on a eu une floraison qui a été assez précoce, hein, pour finir, et surtout qui s'est extrêmement bien déroulée. On a eu, comment dirais-je, des fleurs qui sont sorties de façon extrêmement homogène, et c'est très important puisque ça va permettre d'avoir des raisins qui devraient mûrir de façon homogène et donc d'avoir une belle quantité de vin à la récolte et des baies qui seront mûres en même temps et donc à un niveau qualitatif assez élevé. Il n'y a pas eu de gel, pas eu de... Alors, ce qu'on redoute en général, c'est la pluie au moment de la floraison. On appelle ça la coulure. Il n'y en a pas eu cette année. Au contraire, la pluie est arrivée après la floraison et donc a permis d'alimenter un peu les sous-sols en eau. On vient de traverser, on est en plein dans une canicule. Hein, voilà. C'est pas forcément mauvais pour la vigne, ça. Si. Alors, la vigne doit souffrir. Bon, les grandes vignes, alors ça c'est assez intéressant parce que finalement, les grands crus, ce sont des terroirs qui sont très très bien drainés. Et là, les vignes, les racines des vignes vont puiser très profondément dans le sol et dans le sous-sol et vont pouvoir aller chercher les nutriments essentiels à leur développement. Elles se protègent de cette façon-là. Par contre, les jeunes vignes souffrent énormément de la chaleur, hein, n'ont pas de système racinaire encore très développé, mais tout ce qui est situé dans des sols argileux ou dans des sols calcaires ou dans des sols de granit ou de schiste, tout ça va quand même dans l'ensemble bien réagir. On attend un petit peu de pluie, hein, maintenant, il faudrait un petit peu de pluie quand même, et puis surtout on croise les doigts pour avoir un joli mois d'août et puis un mois de septembre, début mois de septembre sympathique, idéal. Et là tout sera mis en place pour avoir un millésime exceptionnel 2015 pourrait tout à fait ressembler à 2005. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur ce monde du vin au cœur de l'été. Merci beaucoup de nous avoir fait partager tout cela. Thierry Godet, le patron de Cavissima.